Bonjour, alors je suis juste intéressée à lire des extraits intéressants de cet article-là et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est écrit par Françoise Boudreau. Le titre est « La psychiatrie québécoise depuis 1960. De structure en structure, la loi du plus fort est-elle toujours la meilleure? » Et je ne vais pas tout lire le résumé de l'article, mais qu'est-ce qui m'intéresse? En d'autres mots, nous allons examiner en détail le scénario psychopolitique qui a amené le système asilaire, qui était sous contrôle du clergé jusqu'en 1961, nommé ici période 1, à se transformer en un système dit psychiatrique sous le contrôle des psychiatres au cours des années 1962 à 1970, nommé ici période 2, et enfin en un système intégré, entre guillemets, au réseau global des services de santé et des services sociaux sous le contrôle des technocrates gouvernementaux depuis les débuts des années 70, nommé ici période 3. Alors, je suis allée directement à la page 27, le système asilaire, 100 ans de monopole religieux. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Saint-Luc 6,31. Tel était le principe qui devait servir de guide aux employés œuvrant à l'hôpital Saint-Michel d'Archange. C'est vrai que faut que j'arrête de mettre le D' de Archange. C'est Saint-Michel-Archange. Les autres devoirs des employés étaient spécifiés dans le même esprit envers les autres travailleurs, compréhension et collaboration, envers le public, politesse, courtoisie, discrétion, envers les malades, charité, dévouement, compréhension, discrétion, envers l'employeur, justice, charité, honnêteté, respect, soumission, compréhension, collaboration, loyauté, ponctualité, sobriété, etc. Entre parenthèses, hôpital Saint-Michel-Archange, liste des devoirs des employés. Cette longue liste de vertus n'empêcha pas, pour autant, deux préposés aux malades de tuer un patient parce qu'il avait refusé de laver un plancher en 1948. Ce n'est là qu'une des contradictions du système asilaire catholique francophone tel que le Québec l'a connu jusqu'au début des années 60. Nous ne nous attarderons pas ici à décrire en détail ce système qui nous est bien familier. Il est important cependant d'examiner brièvement les appuis qui en assuraient la continuité. Le monopole des congrégations religieuses sur ce système reposait entre autres sur la théorie qui faisait que la folie soit un don de Dieu pour nous éprouver, soit l'instrument de sa colère pour punir le pécheur, ou on le pensait incurable, voir tableau 1. Alors vous allez vous référer au tableau 1 si vous voulez avoir plus d'informations. Les sœurs étaient donc considérées, en fait, de leur esprit d'abnégation et de leur engagement à mener une vie de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, les mieux qualifiés pour prendre soin de ses membres affligés du corps de Jésus-Christ, entre guillemets, et pour sauver leurs âmes. Oh boy. Dans une société catholique traditionnelle et autoritaire, cette approche semblait aller de soi. Ainsi, à la commission d'enquête sur les hôpitaux psychiatriques, la direction de l'hôpital Saint-Julien jugeait bon d'annoncer que nos malades recouvrent presque toujours à l'heure dernière d'une lucidité d'esprit assez parfaite pour faire le sacrifice de leur vie et remplir à cette occasion leur devoir de chrétienne.
Ce que je viens de réaliser en faisant la vidéo, c'est le mot chrétienne. On parle ici des femmes. C'est important de savoir. Parce qu'il ne faut pas oublier à l'époque que c'était surtout les femmes à cause de leur utérus étaient considérées hystériques. Et oui, il faisait un lien entre l'utérus et l'hystérie, imaginez-vous. Et, bien, là, ça vient de me sauter à l'œil que c'était des chrétiennes. Donc, à l'époque, c'était les sorcières, après ça, c'est devenu les folles. Je vais laisser ça comme ça. Rapport Bédard 1962, 118. Je vais d'ailleurs mettre un lien dans la description de la vidéo que faisait l'association Utérus et Hystérie. C'est comme ça que la psychiatrie a commencé. Et puis les femmes devaient remplir le bon devoir chrétienne. Notez la source parce que c'est quand même toujours des références que j'ai. Je n'affirme rien sans avoir auparavant recherché. Rapport Bédard 1962, 118. En d'autres mots, on annonçait à la Commission que le but ultime du système asilaire était atteint dans presque tous les cas. Paradoxalement, cette humble violette de la charité dans le champ du père de famille pouvait rapporter un excédent de revenus de l'ordre de 187 580 et 82 en 1961. Citation, « La providence des esseurs ne manque jamais au petit des siens. » 1962, 118, voir tableau 1. La dominance des congrégations reposait aussi sur la longue tradition de paternalisme et de monopole du clergé dans tous les domaines sociaux. Aussi longtemps que la normalité entre guillemets de cet état de choses n'était pas mise en question, dis-je, le système pouvait fonctionner en toute tranquillité. Autre facteur, et non le moindre, les congrégations avaient le capital financier et humain nécessaire pour investir dans ce domaine. Elles avaient à leur disposition un personnel dévoué, obéissant et non rémunéré. C'était donc économique pour le gouvernement et les payeurs de taxes. En tant que propriétaires du système, elles avaient tout le pouvoir de gestion et ne devaient rendre de compte à personne, même si la grande partie de leurs fonds était constituée par le per diem alloué par le gouvernement. Apôtre convaincu de la conservation, Maurice Duplessis, bien entendu, avait maintenu une stricte politique de laisser-faire dans ce domaine. Tout budget de pouvoir n'est cependant pas statique. Les appuis de tout groupe dominant sont toujours susceptibles de changement. La transformation du système asilaire, contrôlé par le clergé, en un système psychiatrique contrôlé par les psychiatres, n'allait pas de soi. Elle se fit à travers de sérieuses confrontations et des luttes intestines, chaque groupe utilisant ses propres appuis afin de gagner ou le contrôle, ou de garder le contrôle. Les acteurs en présence. Alors, comme tu as bien compris, je ne lis pas tout l'article qui est de 22 pages. Je respecte les droits de copyright. Je ne fais que sélectionner certains éléments que je trouve intéressants et je donne crédit à crédit est dû. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo et j'ai nommé l'auteur. On continue. Alors, les acteurs en présence. À la fin des années 50, les psychiatres ne constituaient pas un groupe homogène.
Deux groupes d'intérêt, les traditionnalistes et les modernistes, ne partageaient pas les mêmes idées sur l'origine et le traitement de la maladie mentale et occupaient des positions bien différentes dans le système, en fait. Pour ceux qui connaissent bien la psychiatrie, on se fout pas mal de leur guerre intestine, mais on veut quand même comprendre le contexte et l'histoire. Les traditionnalistes, membres d'une petite bourgeoisie libérale traditionnelle, elle-même assujettie au pouvoir clérical, avaient été formés selon le modèle français de neuropsychiatrie. C'est pas une science, soit dit en passant, la psychiatrie. C'est une pseudo-science. On continue. Ils exerçaient leur profession dans des pratiques privées lucratives aux frontières du système ou dans les asiles où ils avaient un certain prestige mais aucun pouvoir réel. Je viens juste de sauter le tableau 1 qui se trouve à être à la page 29 si ça t'intéresse. Et je vais peut-être m'y référer si ça m'intéresse. Ces psychiatres avaient assimilé et contribué à maintenir la théorie dominante sur la folie, selon un traditionniste, et je cite, le bon sens, la sérénité, la compassion, l'objectivité et l'absence de prétention devant les faits difficiles sont les seules qualités nécessaires pour permettre aux psychiatres d'accomplir leur noble mission. C'est écrit par Dumas, 1962, 429. Bref. En plus de fournir aux traditionnalistes prestige et sécurité financière, le système asilaire fournissait aussi une définition de la situation qui donnait un sens à leur vie. Très peu nombreux au début des années 50, les psychiatres travaillant dans les asiles étaient tout aussi institutionnalisés que leurs patients. Je ne sais pas ce que ça veut bien vouloir dire, mais bon. Le premier signe d'une transformation importante de la balance du pouvoir vint avec l'arrivée massive de jeunes psychiatres qui avaient reçu leur formation grâce aux subventions du gouvernement fédéral institué en 1948. Le nombre de psychiatres au Québec passa de 15 qu'il était en 1950 à 170 en 1962. Ils entraient dans un système qui avait très peu de place pour eux, comme si ça me fait quelque chose, et où la psychiatrie en tant que science au service de Dieu et de l'Église, entre guillemets. Hôpital Saint-Michel-Archange, document pour le personnel sans date, avait très peu en commun avec ce qu'ils avaient appris, dis-je, à l'extérieur, excusez-moi. Une querelle entre les traditionnalistes et les modernistes était imminente à l'Institut Albert Prévost. Elle était déjà en effervescence et allait bientôt jaillir sur toute la province. Ce que je réalise en lisant cet article-là, qui est très étoffé et qui est très empirique et scientifique, parce que basé sur des faits, c'est que la psychiatrie au Québec a commencé, on était dans une société patriarcale, on l'est toujours d'ailleurs, et les premières clients étaient des chrétiennes, donc étaient des femmes. Alors c'est comme ça que la fameuse soi-disant science a commencé. Alors, c'est ça, parce qu'il faut se rappeler que ça fait pas longtemps que les femmes avaient le droit de vote au Québec. C'est venu dans ces années-là. Donc, c'était une façon de cibler une population qui était considérée, qui était vulnérabilisée, n'est-ce pas, dans cette société patriarcale. Maintenant, il faut comprendre que ça c'est compte tenu qu'ils font beaucoup d'argent en vendant des drogues légales. Pas les... ils vendent, oui. Effectivement, ils ne les donnent pas. Même si... dans certains cas, il y a des réductions à cause que les personnes sont
dans une situation économique précaire. Donc, certaines personnes obtiennent des médicaments moins chers et peut-être même génériques aussi. Mais il faut comprendre que ça s'est étendu, compte tenu qu'il y avait de l'argent à faire. Alors, on ne se limite plus évidemment aux femmes aujourd'hui. Les hommes aussi sont considérés, voire même les enfants. Mais ça a bel et bien commencé. Fait que il faut comprendre comment ça a commencé dans l'histoire du Québec et qu'est-ce qui s'est exactement passé. Et on voit que les psychiatres à l'époque étaient des hommes et les patientes à l'époque étaient des femmes. Et puis, ceci est aussi chapeauté par la religion catholique et les bonnes sœurs et les bons. Ben, c'est ça, c'était plutôt les bonnes sœurs. Ça fait que pensez ce que vous en voulez de la psychiatrie, mais moi c'est très clair dans ma tête et dans mon cœur, basé sur l'expérience indirecte que j'ai eue avec l'internement de ma mère à l'hôpital Saint-Michel-Archange. Je lis cet article-là parce que ça met en perspective non seulement, en fait, la base de ce qu'ils appellent la science de la psychiatrie au Québec. Cet article est écrit par Françoise Boudreau. Je ne fais que lire certaines portions, mais vraiment pour ceux qui ont subi de façon directe ou indirecte les conséquences d'avoir un membre de famille interné à l'hôpital Saint-Michel-Archange. Bien, parce que moi, on parlait toujours Saint-Michel-d'Archange, ok? Les gens, ils parlaient comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, à mon avis, à moi, ça donnait comme une péjoration, quelque chose. Ça dénotait le côté sombre de Saint-Michel-Archange. On n'arrêtait pas. C'était appelé Saint-Michel-d'Archange. Vraiment, la psychiatrie devrait être abolie, même de nos jours. C'est une question de tout simplement... Il y a vraiment une image qui démontre très bien. Il y a une image ici qui parle tellement beaucoup. Je vais l'inclure dans la vidéo. Et je vais donner le lien, la source de cette image. On ne soigne pas le traumatisme par le traumatisme. En psychiatrie, ok, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, c'est marqué, on décide pour toi, on ne t'informe pas et surtout, on ne t'écoute pas. Fait que dans le fin fond, c'est juste de prendre une personne, ok, puis même si la personne parle, elle n'a pas d'importance, ok, elle est juste un signe d'argent, ok, parce que ces drogues-là, faut bien les passer à quelque part pour faire de l'argent, mais on les passe en psychiatrie tout simplement. C'est basé, la psychiatrie est basée sur donner des drogues aux patients, des drogues légales, dites légales, c'est ça. Fait que dans notre société, nous avons des drogues dites légales et les drogues dites... Je vais l'avoir. Je suis fatiguée. Les drogues dites légales et les drogues dites illégales. Et les drogues dites légales et la torture, parce que les pilules sont très mauvaises pour la santé. On pourrait même aller jusqu'à dire que certaines pilules causent
une lobotomie chimique au lieu de faire une lobotomie physique comme ils faisaient à l'époque. Je suis même pas sûre qu'ils ont terminé avec ça, mais bon. Tout de même, non, ils n'ont pas terminé en fait. Pour certains, ils font des lobotomies d'ordre chimique et finalement, ils brisent des vies, ils brisent la santé. Ah oui, il y a aussi une fille que j'écoutais hier, elle a un problème de, selon le DSM, bon, moi, je remets en question bien les choses, mais bon, elle a ce qui est catalogué, identité multiple. Et puis, je l'écoutais parler, puis à la fin de son entrevue, malheureusement, c'était sur une chaîne médicale, ok, fait que je pouvais pas laisser de commentaires. Les commentaires que je voulais laisser, je ne pouvais pas le faire. Parce qu'elle disait qu'elle avait des idéations suicidaires et que sa médication, elle courait après son psychiatre pour avoir sa médication changée, puis c'est pas clair, là, puis... Mais je veux dire, dans le fin fond là, de l'histoire, c'est que j'ai recherché ça, les médicaments qui sont donnés contre la dépression peuvent te donner des idéations suicidaires, ok? Ça rempire la situation plus que ça l'améliore, ok? Et les antipsychotiques, en fin de compte, créent la psychose, en fin de compte. Mais c'est ça. Fait que j'aurais aimé pouvoir dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'elle avait vraiment, en tout cas, moi, ça me venait à, comme, elle était souffrante, mais elle parlait des médecins, puis je veux dire, elle fait confiance au psychiatre, qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là, tu sais. Au lieu de se poser la question à savoir, ben j'ai pas le bon médicament, bien, pourquoi pas se poser, elle se posait pas la question à savoir, bien, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé, les antidépresseurs, en tout cas, bref. C'est ça, fait que... c'est certain qu'il y a des psychiatres qui sont peut-être plus humains que d'autres, mais il reste qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la psychiatrie, on n'a pas besoin des psychiatres. C'est un gros scam, ok, pour faire de l'argent. Moi, ma mère, elle a été détruite par la psychiatrie, ok? Fait que c'est ça qui fait ça. On va vivre avec. J'ai vécu avec, puis on va vivre avec, parce que je mets l'information public. Alors, on continue de lire. Donc, cet article-là, de savoir comment est-ce que la psychiatrie, elle a commencé au Québec depuis 1960. Je trouve ça particulièrement intéressant. Parce que pour ceux qui ont les yeux pour voir et des oreilles pour entendre, bien, ils vont réaliser que c'est bâti sur pas grand-chose. Hein? C'est pas du tout une science, puis ça ne le sera jamais. Si les psychiatres aiment les pilules qu'ils donnent en prescription, mais ils ont juste à les prendre, je veux dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein? Si c'est si bon que ça, ben, qu'ils commencent avec eux-mêmes. Si c'est bon pour eux autres, ben, on verra après. Mais bien entendu, ils se prescriront pas un et l'autre de la médication, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, si ces pilules-là sont si bonnes pour la santé, ils devraient s'en prescrire de un à l'autre. Pour nous prouver qu'ils croient à leur science, qu'ils croient en la psychiatrie pour aider les gens en difficulté. Non, comme disait l'image que je me référais tout à l'heure, on ne règle pas le traumatisme par le traumatisme. Et je ne parlerai pas de... En tout cas, bref, j'irai pas... On va retourner à l'article, parce que je veux pas trop parler de... J'ai eu d'autres occasions, j'ai pris d'autres occasions pour parler brièvement de ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, ok? Mais je ne veux pas trop en parler ici. Mais il reste que
fait prendre conscience encore plus pourquoi. Ma mère, elle n'aimait pas les religieuses. C'est quand elle a commencé à être traitée par elle, puis parce que ma mère est née dans les années 40. Et c'est ça, elle les appelait les pisseuses. C'était sa façon de les appeler, puis je sais d'où ça vient, je sais pourquoi maintenant. C'est que justement, la psychiatrie avait commencé avec la religion catholique, n'est-ce pas? Et les sœurs, bien, étaient, comme il est dit dans l'article, j'ai pas besoin de le répéter, tout simplement. Alors, continuons. Avant de poursuivre, je vais indiquer le tableau 1, caractéristiques des théories dominantes selon la période. Alors, période 1, on parle avant 1960. La période 2, on parle de 1961 à 1970. Et on parle de la période 3, 1970 et plus. Système, 1 système. Période 1, système asilaire. Période 2, système psychiatrique. Période 3, système global des affaires sociales. Thème dominant numéro 2. Période 1, la folie est un don ou une punition de Dieu qui ne se guérit pas. Période 2, la maladie mentale est une maladie comme les autres. Et la période 3, la santé mentale est un droit de tous. Promoteur 3, la période 1, le clergé, congrégation religieuse, anciens entre guillemets, neuropsychiatres, traditionnalistes et petite bourgeoisie libérale. C'est important de savoir ça. Période 2, jeunes psychiatres modernistes, nouvelle bourgeoisie. C'est important aussi de savoir ça. Ça vient de la bourgeoisie, qui en fin de compte donne des médicaments à ceux qui ne font pas partie de la bourgeoisie. Période 3, technocrate, administrateur, planificateur, MAS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Demande-moi le pas, je ne sais pas. Numéro 4, but officiel, le salut des âmes, la période 1, hein, le salut des âmes, l'hébergement des corps, période 2, traitement et guérison, supposément. Période 3, l'épanouissement, dis-je, harmonieux de la personne dans sa totalité physique et mentale. Oh, que c'est beau ça! Oh, que c'est beau! Non, mais vraiment, ma mère a été détruite, ok, complètement détruite par la psychiatrie, avec les psychos, avec les électrochocs. Elle a rentré, je dirais, on pourrait dire à la fin des années 60. Ça fait que les électrochocs et beaucoup de pilules. Puis quand elle ne voulait pas prendre les pilules, puis quand elle changeait de psychiatre, ben, c'était différent. Elle avait des pilules différentes, elle avait des quantités différentes, tout était différent. Tout était fucké, ok, en bon québécois. Et quand elle ne voulait pas prendre sa médication, ben, il la mettait dans la salle d'isolement. Ben non, c'est pas forcé, ben non. Puis les électrochocs, c'est pas forcé non plus, hein? Non, bien sûr que non. Surtout dans ce temps-là, hein? Ben non, c'était pas forcé. L'épanouissement harmonieux de la personne dans sa totalité physique et mentale. Que c'est-tu beau, hein? À partir de 1970, période 3. OK, on va continuer. Consommateur, période 1, résident, pensionnaire. OK, alors. Période 2, patient. Et tout d'un coup, ils sont devenus, à partir de 1970, période 3, des clients, des citoyens. Oh mon Dieu Seigneur. Modèle d'intervention. Période 1, méthode, je vais l'avoir. Modèle traditionnel religieux, hébergement, internement. Modèle scientifique curatif. Oh mon Dieu Seigneur, modèle scientifique. Intervention individualisée, c'est pas des farces. Ça, c'est la période 2. Ma mère pourrait en me parler, mais elle est morte, elle est décédée. Elle est morte à l'hôpital qui s'appelait Saint-Michel-Archange. Alors, période 3, modèle social préventif, supposément, santé publique globale, supposément. Alors, on va continuer avec cette farce, qu'est la psychiatrie.
Il semblerait que... Bon, en tout cas, bref, on continue. L'ouverture du conflit, période orageuse à l'Institut Albert Prévost. Ardent porte-parole de la psychiatrie moderne, le docteur Camille Lorrain était à l'emploi de l'Institut depuis 1957. Nommé directeur scientifique en 1958, il avait recruté une équipe de cliniciens unis par une certaine conception du travail dans une perspective moderne. Fin de la citation. Rapport Régnier 1964. Ensemble, ils avaient procédé, à la transformation de l'hôpital, introduisant entre autres un programme d'enseignement en coopération avec l'Université de Montréal, un centre de jour, un centre d'observation. La coopération initiale de l'administration au projet de la nouvelle équipe ne dura pas longtemps. Le climat devint tendu. Dès 1960, l'orage était prêt à éclater. Il y avait des récriminations de part et d'autre. Du côté de la nouvelle équipe, on protestait contre l'absence d'une structure médico-administrative interne, l'absence de professionnels sur un conseil d'administration entièrement composé de femmes laïques ou religieuses, infirmières ou dames patronesses. On s'élevait contre le refus de nommer un directeur général depuis 1956, le refus d'engager plus de travailleurs sociaux, l'intrusion constante de l'administration dans le travail des psychiatres, la rigidité, le mutisme et l'autoritarisme de la surintendante garde Tassé. L'administration, de son côté, se plaignait du manque de loyauté des psychiatres, de leur insubordination. Elle accusa Lorrain de poursuivre ses intérêts personnels au détriment, dis-je, de ceux des malades et de la maison, entre guillemets. Elle protesta contre ce qu'elle appelait, dis-je, les demandes déraisonnables des psychiatres, leur endoctrinement des gardes-malades et des travailleurs sociaux, leur utilisation excessive de la psychiatrie freudienne et finalement leur manque de moralité. En disant entre autres aux malades que la masturbation n'est pas un péché. L'administration était convaincue que les psychiatres voulaient miner l'institution et en prendre le contrôle. Tous les journaux du Québec, 5.7.62. C'est entre parenthèses. Elle en fut tout à fait convaincue en janvier 1961, après l'élection à l'exécutif du bureau médical d'un comité totalement composé de modernistes sur l'instigation du docteur Lorrain. Les traditionalistes qui étaient à l'Institut depuis un grand nombre d'années, mais qui n'y travaillaient qu'à temps partiel, avaient tous été mis de côté. Finalement, la goutte d'eau qui fit déborder le verre, rapport Régnier 1963-15, fut la participation du docteur Lorrain dans le livre « Les fous crient au secours » le 21 août 1961. L'auteur Jean-Charles Pagé raconte l'expérience qu'il a vécue comme patient à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Citation. La dictature qui y règne, la stupidité des règlements, l'inhumanité des traitements imposés à ceux qui ont dérogé au règlement, la rigueur et la bêtise des gardiens, l'attitude de celles qu'on appelle là-bas des officières, l'insécurité psychologique des détenus, l'absence de tout réconfort, de toute marque d'amitié. Publié dans Le Devoir, 16-19-1961. C'est la date, ok? Quand je citais plutôt tous les journaux du Québec, 5.7.62, c'était la date. Dans une éloquente postface, Lorrain réclame un changement. Citation. La véritable solution réside dans l'instauration d'un système nouveau qui redonne aux malades sa dignité et la chance d'être traité comme il se doit. Pagé, 1961, 156. À l'Institut Albert Prévost, c'était la rupture. Garde Tassé se dit renversé, outragé par ce geste de Lorrain qui reliait le nom de l'Institut à une critique irrévérencieuse et injustifiée
des communautés religieuses. La lutte idéologique qui opposait jusqu'ici les traditionalistes et les modernistes à l'Institut prit des dimensions provinciales. La guerre avait été déclarée.